Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous littéraire mensuel qui s'appelle « Soyez à la page ». Pendant 15 minutes, nous allons découvrir ensemble un auteur sartois ou une autrice sartoise. On va découvrir son livre, son univers et son écriture. Pour cette première émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sandrine Fayel, autrice du roman Les Barbelés de la Verrerie, paru aux éditions du Petit Pavé. Bonjour Sandrine, merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, mais écoutez, c'est moi qui vous remercie de me recevoir. Avec plaisir. Alors Sandrine, je vous présente, vous êtes professeure d'histoire, diplômée en histoire médiévale. Votre passion pour le Moyen-Âge vous a inspiré votre premier roman, Le secret de l'épine, en 2015. Puis votre second roman, La légende de Moltchan, c'est bien la bonne prononciation? C'est la bonne prononciation. Parfait. Paru en 2020. Et ce roman nous plonge pendant le siège de Stalingrad. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire sur le camp d'internement de nomades qui est situé à Courdrecieux? Écoutez, complètement par hasard, puisque je préparais avec mes élèves le concours national de la résistance et de la déportation en 2019. Et le sujet de cette année-là, c'était la répression. Donc, je pensais faire travailler les élèves en partant du local pour aller jusqu'au Reich. Et donc, on avait divisé le travail en plusieurs parties, et donc une sur les tziganes. Donc, le tzigane, je rappelle, c'est juste un terme générique. Et à l'époque, on ne disait pas tzigane, on disait nomade, depuis 1912. Et qui sont devenus gens du voyage. Et aujourd'hui, on les appelle gens du voyage. Donc, voilà, c'est un peu par hasard, et on a découvert le camp, en faisant nos recherches aux archives départementales. Donc avant, personne ne le connaissait? Alors, il y a quelques érudits qui connaissent ce camp, peut-être quelques personnes qui se souviennent des anciens, mais toutes les personnes que j'ai interrogées, et j'en ai interrogé beaucoup, oui. Non, en fait, même à chaque fois que j'en parle dans la rue à des gens, personne ne connaît l'existence de ce camp. Mais comment vous avez motivé vos élèves, parce que c'est pas chose facile quand même, pour travailler et faire ces recherches ensemble? Alors au départ, c'était un projet de classe. Déjà, motiver des élèves, en fait, c'était un concours. Donc un concours, évidemment, on dit on va participer. En vrai, dans ma tête, je me disais on va participer et on va gagner. Donc on va motiver les élèves comme ça. Et malheureusement, moi, je suis tombée malade pendant cette année-là. Mais j'ai quand même réussi à garder 6 volontaires. Et du coup, ces élèves, que des filles, sont venus travailler pendant les vacances aux archives. Enfin voilà, ils ont consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ces recherches. Et avez-vous fait des recherches particulières pour l'écriture du roman qui mêlent à la fois le roman et l'histoire pour que le lecteur s'en apprenne bien? Alors au départ, c'est vrai que comme je me suis dit, personne ne connaît cette histoire, comment est-ce que je vais la faire connaître? Donc j'avais 2 choix, soit prendre le côté scientifique, mais ça allait être un petit peu aride parce que je n'ai travaillé que sur des archives administratives. Et puis je me suis dit, en fait, je sais quand même un peu écrire des romans. J'aime raconter des histoires et c'est plus accessible. En fait, la fiction est un vrai vecteur d'histoire. Et le devoir de mémoire, je trouvais qu'il était facile de le faire passer par ce roman. Donc oui, j'ai fait beaucoup de recherches. Très bien. Et une question, ce camp d'internement était spécifique pour les nomades. C'est bien ça. Mais pourquoi, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une population qui a été persécutée? Alors déjà, il faut savoir que cette population était déjà sous contrôle, puisqu'ils devaient tous avoir un carnet, enfin les adultes et les jeunes à partir de 13 ans devaient avoir un carnet anthropométrique et le présenter aux mairies dans les villages dans lesquels ils s'arrêtaient. Et puis quand la France a été vaincue, les Allemands ont pressé, mais vraiment c'était une demande impérative, de les regrouper et de les interner. Donc dans tous les départements, et là dans la Sarthe, le préfet a dû chercher, et ils ont trouvé cette verrerie désaffectée dans le parc du château de la Verrerie, enfin de la Pierre plutôt, à Courdrecieux. Et donc il a été réquisitionné pour en faire un camp. Alors expliquez-nous un peu les conditions de vie qui étaient déplorables, de ce que j'ai compris en lisant le livre. Oui, parce que, pardon, juste une aparté, j'ai compris que le camp, il était assuré. Oui, ça c'était un des documents je pense que c'était un des premiers documents qu'on a découvert et qui m'a choqué, qui a choqué les élèves aussi. Le camp a été assuré quelques mois après son ouverture au MMA de Bouloir. Et donc on a la police d'assurance, elle est bien développée, et on assure tous les biens matériels. Que les biens matériels? Que les biens matériels. Les hommes ne sont pas assurés? Non.
Remarquez, étant donné les conditions de vie dont vous allez nous parler dans le camp, ça aurait coûté peut-être un petit peu cher à l'époque. Oui, puis je ne connais pas les assurances de l'époque, mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas les assurances que nous, on a aujourd'hui pour les accidents, etc. Je ne connais pas. En tout cas, les populations effectivement internées n'étaient pas assurées. Elles étaient sous la responsabilité, entre guillemets, du directeur et du préfet. Donc, ils pouvaient être envoyés à l'hôpital ou des choses comme ça. Maintenant, les conditions dans lesquelles ils vivaient n'étaient pas adaptées. Et déjà, dès le départ, n'étaient pas adaptées. Et plus le camp se peuplait, et plus les conditions ont été affreuses. Il y avait combien de personnes dans ce camp ? Alors, au début, il y en a eu une centaine. Très vite, on est monté à 200. Et en 1942, au mois de mars, on était à 370 personnes. Ah, effectivement, c'est quand même assez important. Et alors, donc, il n'y avait aucune condition d'hygiène ? Non. Il y avait un puits pour l'eau potable, des bidons, enfin des réceptacles pour l'eau de pluie pour laver le linge. C'est ce qui est écrit. C'est décrit dans. Bien sûr. En fait, c'est décrit par le préfet dans la lettre qu'il envoie à la Feldkommandantur pour expliquer pourquoi il a choisi ce camp. Et puis, il y a, je crois, alors j'espère ne pas me tromper, 3 toilettes à la turque. Alors, vous imaginez, pour 370 personnes, au bout d'un moment, on ne fait plus dans les toilettes. Donc, il y a eu des maladies qui ont été déclarées. Oui. Des gens qui ont été hospitalisés à l'extérieur. Oui, il y a eu beaucoup d'hospitalisations, alors pour des maladies bénignes, pour des petites opérations. Voilà, ça c'est courant. Et par exemple, le typhus dont vous parlez dans le livre, ça a vraiment existé ou Alors, ce typhus, je l'ai inventé. D'accord. Je l'ai inventé parce que je l'ai lu. Enfin, voilà, les camps fonctionnaient à peu près tous de la même façon et beaucoup de camps ont été touchés par le typhus. Maintenant, en ce qui concerne le camp de Coudrecieux, je n'ai pas trouvé de preuves matérielles, administratives d'une épidémie. Mais ça rajoutait au caractère un peu tragique, dramatique de la situation. Et de toute façon, ça arrivait dans d'autres camps. Et parlez-nous un peu de ces tentatives d'évasion qui sont assez spectaculaires quand même et puis inhumaines. Oui, alors c'est vrai que les nomades, il ne faut pas penser qu'ils se sont laissés faire, qu'ils acceptaient leurs conditions, évidemment pas. Donc il y avait plusieurs façons de s'évader, notamment en sortant de l'hôpital ou de prison parfois. J'ai retrouvé un document qui dit on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est chez vous? Est-ce qu'il est chez nous? On ne sait pas. Mais surtout, des gens qui effectivement faisaient le mur, parce que c'est vraiment faisaient le mur, parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment barricadé le camp. Les barbelés n'étaient pas très bien faits, si vous voulez. Et donc, on a fait une deuxième sécurisation du camp parce qu'il y avait trop d'évasions. Mais malheureusement, ces évasions étaient de très courte durée parce que les gens étaient repris, dénoncés par les gens. Par exemple, ils avaient travaillé chez des paysans, ils pensaient pouvoir leur faire confiance et c'était retour. La délation à l'état pur. Voilà. Et parlez-nous un petit peu de cet autre moyen de retrouver sa libération au travers de la mort, par exemple. Oui, alors ça, c'est le personnage Irène, la jeune fille qui raconte un peu son quotidien et qui est très effrayée parce qu'elle a entendu qu'en fait, on allait partir les pieds devant. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Et c'est des gardiens qui s'amusent à dire, voilà, la seule façon que vous avez de sortir de ce camp, c'est de partir les pieds devant. Et effectivement, quand on meurt dans ce camp, eh bien, il y a une fiche de libération qui est faite. Donc, c'est vraiment la comptabilité administrative inhumaine, je dirais. Tout à fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et il y a un personnage qui m'a particulièrement intéressée et auquel je suis attachée, c'est Marguerite, l'institutrice, qui fait tout pour essayer d'amener les enfants à étudier, les sortir un petit peu de ce milieu, et qui reçoit que des blocages, et qui, au fur et à mesure, arrive à s'intégrer. C'est magnifique, c'est si beau. Alors ça, c'est un peu, on peut dire, un euphémisme. Enfin, je sais pas, j'ai eu envie de créer... Alors, j'ai lu des choses, comme quoi, par exemple, des instituteurs étaient amusés, entre guillemets, parce que le préfet ou un grand ponte était venu visiter le camp et qu'ils étaient dégoûtés parce qu'ils avaient marché dans la boue. Donc, ça m'a donné cette idée de dire, bon, il n'y a pas que des gens mauvais, et que ces gens qui avaient été au contact avec les enfants avaient quand même essayé d'adoucir un petit peu leurs conditions d'existence, même si, là encore, c'est une pure fiction. Bien sûr. Et le camp, il a dû être fermé sur la demande du directeur, je crois.
Alors oui, c'est à la suite d'un rapport qui avait été demandé par le directeur. Et après avoir rendu compte au préfet, ils ont enfin décidé que ce camp était complètement insalubre et qu'il fallait le fermer. Du coup, les nomades sont partis sur d'autres Ah oui, ils n'ont pas été libérés, bien sûr que non. Donc dans un premier temps, ils ont été reversés sur le camp de Mulsanne. Mais là encore, Mulsanne était à peu près dans les mêmes conditions, il n'y avait pas de place. Et à Mulsanne, il n'y avait pas que des nomades, il y avait des juifs, des résistants, voilà, c'était un camp pour d'autres personnes aussi. Et du coup, les nomades ont été envoyés à Montreuil-Bellay, qui est dans la région le plus grand camp de nomades. Ils y sont restés jusqu'à quelle date? Jusqu'à quand en fait? Eh bien, ils n'ont pas profité de la libération de la France, puisque les nomades sont restés internés jusqu'en 1946. Oui. D'accord. Oui. Et savez-vous s'il y a des survivants ou est-ce qu'à l'occasion, vous pourriez en rencontrer Alors, des survivants aujourd'hui, peut-être, puisqu'il y avait des enfants dans le camp, donc certainement... Je n'en ai personnellement pas rencontré, mais peut-être que j'en aurai la possibilité, puisque au mois d'octobre, normalement, je vais participer à une rencontre avec des gens du voyage, avec l'association Voyageurs 72. Et donc, j'espère que je pourrai rencontrer des personnes qui peut-être sont passées par le camp, ou au moins qui ont eu un grand-père, une grand-tante, un membre de leur famille, que je pourrais avoir des témoignages. C'est très intéressant, effectivement. Oui. Alors, on va revenir un petit peu à vous en tant que personne, que romancière. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'écriture? En fait, je crois que j'ai toujours écrit. Il me semble, aussi loin que je me souvienne, déjà je me racontais des histoires avant de savoir écrire, vraiment des histoires. Et puis, je rêvassais beaucoup, donc des histoires dans la tête. Et j'ai perdu les cahiers où j'avais déjà commencé des romans. Alors à l'époque, quand j'étais vraiment ado, c'était des romans historiques toujours. Je pense que la passion quand on est passionné, voilà, c'est ça. Et après, à l'école, on me disait que j'avais des bonnes notes, parce que j'avais bien travaillé, bien sûr, mais aussi parce que j'écrivais bien. D'accord. Et ça, c'est toujours un plus de bien écrire. Donc, je ne sais pas si j'écris bien aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'élève, j'avais déjà quelque chose. Et quand on est passionné, on arrive toujours. C'est toujours plus fluide. Oui. Et comment vous faites pour écrire? Vous vous enfermez la nuit, dans votre chambre, dans votre bureau? Comment vous faites? Alors... Sans donner trop de détails, moi j'ai une maladie qui est très invalidante et je vais vous dire que parfois j'ai même pas l'énergie d'écrire. Donc parfois c'est pas d'écriture. Et le temps qui m'est imparti, ça va être 3/4 d'heure par jour. 3/4 d'heure par jour. Si je peux. C'est peu. D'accord. Et vous avez d'autres projets en cours? Eh bien, je viens de finaliser et d'envoyer mon nouveau roman qui sera sur le STO, sur l'histoire de mon grand-père qui est parti travailler en Allemagne. Ah bah alors, ça sera avec plaisir de le lire alors. Merci beaucoup Sandrine Fayel d'avoir été avec nous pour partager ce moment passionnant. Moi, j'ai lu votre livre, ça m'a passionnée. Je rappelle le titre « Les barbelés de la verrerie » aux éditions Le Petit Pavé. Je vous souhaite une bonne continuation, bien entendu. Et ce livre est en vente dans toutes les librairies, sur les plateformes en ligne aussi. Oui. On peut le trouver partout. Vous pouvez le trouver absolument partout. Et au Mans, il est en librairie. Merci. Je vous en prie. Merci à Mathieu pour la réalisation technique de l'émission. Merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, d'avoir été au rendez-vous pour cette première émission qui va permettre, j'en suis certaine, de mettre en avant nos auteurs et nos autrices de la région. On vous retrouve bientôt sur RCF. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.